Vendredi, vous écoutez Salut Week-end. Benoît Lapierre est avec nous. Aujourd'hui, on se parle des élections françaises parce que là, on a choisi le président, sauf que là, c'est les législatives qui commencent. On va parler de tout ça. Premièrement, salut Benoît, on va commencer par là. Bonjour Louis-Philippe. On n'a pas eu de surprise, là. Non, en effet, les sondeurs en France ont quand même une bonne réputation pour arriver avec les bons chiffres, vraiment avec peu d'écart entre les prédictions et les résultats. Encore cette fois-ci, les sondages ont eu bon, donc ça a été un résultat sans surprise. Marine Le Pen a fait un meilleur score que la dernière fois, mais il y a encore un grand écart entre Emmanuel Macron qui a gagné et le représentant du Rassemblement national. Elle a eu un petit peu plus de misère, même s'il y a eu de la progression, mais on voit encore qu'il y a un très bon écart. On est loin de la coupe aux lèvres pour le Rassemblement national pour accrocher le pouvoir de la présidence. La dernière fois, quand on s'en était parlé, tu disais que Marine Le Pen, c'était peut-être sa dernière chance, cette élection-ci, parce que les gens voient que, OK, est-ce qu'on est finalement capable de l'élire, cette dame-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivera jamais? Avec le résultat qu'elle a eu, est-ce que ça va lui donner, selon toi, le petit marchepied nécessaire pour réessayer dans 5 ans? C'est vrai qu'on en avait discuté de ça, et c'était une des raisons pourquoi, au début, Éric Zemmour, il séduisait autant, parce qu'il disait, en grosso modo, le même discours que Marine Le Pen, mais sans les casseroles de Marine Le Pen, mais surtout de son père, Jean-Marie Le Pen, que lui, justement, il est vraiment, on va dire... plus radical. Plus radical, mais aussi une image de personne infréquentable, ce que Marine Le Pen avait réussi à enlever de son image, sauf que on voit qu'il reste encore des substrats. Quand on voit les résultats, maintenant, on voit que même si la campagne a très bien été pour elle, le débat a assez bien défendu, donc on voit que, à moins qu'il y ait vraiment un alignement des planètes extraordinaire, il y a peu de chances que Marine Le Pen puisse un jour décrocher la majorité lors d'une élection présidentielle. Donc on va voir, ça va être surtout avec le résultat des législatives, voir si la marque Le Pen elle a encore de l'emprise dans les régions un petit peu partout en France. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de hauts cadres du parti ou de la droite en général qui se posent de sérieuses questions pour savoir si Marine Le Pen aurait les épaules franches pour réussir à aller gratter les dernières dizaines de points de pourcentage qu'il faudrait pour décrocher la présidence. Parlons-en justement de cet alignement de planètes, parce que là, Emmanuel Macron a gagné son 2e mandat de suite et on vérifiait ça à micro fermé. En France, il n'y a pas de limite de mandat, mais il y a une limite de 2 mandats consécutifs, donc il ne se présentera pas dans 5 ans. Les gros partis sont en déconfite. Est-ce qu'on attend un candidat surprise sortir des bas-fonds de quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reprendre la marque de commerce En Marche, si on veut? On regarde vers quoi, là? Surtout quand on regarde le mouvement En Marche, ça a été un parti créé pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Et tout alentour du parti a été bâti alentour d'Emmanuel Macron. Et là, justement, qu'on voit que là, on a, on va dire, une date limite, une date de péremption sur ce président-là. Il reste 5 ans, donc c'est le temps de commencer à regarder les grosses pointures qui seraient capables de chausser les chaussures d'Emmanuel Macron. Mais quand on regarde, il n'y a pas vraiment de gros candidats qui réussissent à se démarquer vraiment comme être le numéro 2 clair dans ce parti-là. Au début, il y avait eu André Bayrou. Quand Emmanuel Macron a gagné son premier mandat, il avait fait comme une équipe avec M. Bayrou, qui est vraiment un centriste connu de la politique française depuis des années. Ça n'a pas duré longtemps. Après ça, on a pu penser que c'était son premier ministre, Édouard Philippe, un grand monsieur chauve avec une barbe blanche et poivre et sel. Comme lui aussi, il a pris beaucoup de place dans le gouvernement. Mais on sait qu'Emmanuel Macron a changé de premier ministre. Même s'ils ont encore des ententes cordiales, on voit que Édouard Philippe veut peut-être prendre une direction différente. Ils ont atteint le maximum de coopération qu'ils pourraient avoir. Donc lui, on pourrait l'écarter. Et maintenant, quand on regarde le premier ministre Jean Castex, on a des sérieux doutes à se demander si c'est vraiment du matériel pour faire un président avec ça. Toutes les personnes qui ont assez d'ambition dans ce parti-là le savent. Ils ont 5 ans pour se faire connaître, pour montrer de quoi ils sont capables de faire. Et après ça, justement, peut-être dans 4 ans, quand on va commencer sérieusement à se poser des questions, avoir déjà les appuis dans le parti, être déjà connu par la population en général pour justement commencer avec des bons sondages et après ça avoir une chance de prendre le poste. Et la même chose du côté de la France insoumise aussi, voir si, évidemment, si M. Mélenchon peut revenir parce que c'était l'autre gros candidat de la première ronde, mais lui aussi semble... On se parlait, toi tu crois qu'il pourrait peut-être revenir si les grandes bottes du parti reviennent le voir, mais bref, ça va être une élection là, qui va être très intéressante dans 5 ans, là, parce que beaucoup, on recherche la nouveauté, on est rendu là, en fait, là, de ce que je comprends. Là. Mais si on regarde avec les législatives, on peut dire que la soirée même où Jean-Luc Mélenchon
a fini troisième. Lui, il avait déjà embarqué dans le processus des législatives et il avait demandé au peuple français de l'élire premier ministre pour pouvoir contrer Emmanuel Macron. Si on sort notre boule de cristal, si Jean-Luc Mélenchon devient premier ministre pendant 5 ans, qui a vraiment le contrôle de l'Assemblée nationale et qui voit qu'il aurait peut-être ses chances à la présidence, moi, je mettrais pas un 2$ contre la possibilité que Jean-Luc Mélenchon se laisse tenter une dernière fois quand on est si près du pouvoir. Mais là, ça, c'est toute la politique fiction. On va voir ça après les législatives, comment que le 5 ans à venir en France, comment que ça va se concrétiser. Les sondages en France sont très, très bons pour la présidentielle. Évidemment, c'est tous les votes du pays qui sont rassemblés, non pas en comté ou en circonscription comme ici au Canada, mais envers une seule personne. Pour les législatives, les sondages, ça a l'air comment? Est-ce qu'on peut s'y fier aussi? Est-ce que ça donne une vision de ce qui s'en vient? Ben, c'est sûr que c'est pas mauvais, sauf que les législatives, ça ressemble un petit peu plus à nous. Pour juste débroussailler un peu les choses, en France, on vote pour le président une fois et après ça, on vote pour les députés. Nous, au Canada, c'est un peu contre-intuitif parce que normalement, techniquement, on vote pour un candidat. Un coup que tu as voté pour ton candidat, ben pouf, tu as le premier ministre qui va aller avec celui qui a la majorité. Tandis que là-bas, c'est vraiment 2 processus différents et des fois, on peut avoir des grosses surprises. Quand je regardais justement l'Assemblée législative qu'on a en ce moment, pour se rappeler, Marine Le Pen était arrivée 2e lors des élections de 2017, mais dans l'Assemblée nationale, elle avait réussi seulement à faire élire 8 députés sur 577. Donc ça, c'était un run-marée de la République en marche. Mais après ça, justement, vu que c'est par comté, la dynamique en plus, c'est un tour uninominal à 2 tours. Donc le premier tour peut peut-être avoir 25 candidats qui choisissent. Et après ça, tout le monde qui a moins de 12,5% sont éliminés. Et après ça, on fait un deuxième tour avec tous les gros candidats un petit peu plus sérieux, avec plus d'appui. Et c'est là, après ça, où on ne sait jamais quel lapin qui va sortir du chapeau. Donc ça, c'est le fait qu'il y ait 2 tours, ça distorsionne un petit peu plus les résultats des sondages pour pouvoir transposer ça dans le paysage politique actuel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, voir après le premier tour, c'est qui reste, les alliances qu'il peut avoir après ça entre 2 tours. On a quand même 2 semaines où que les chefs de parti peuvent négocier des alliances pour essayer d'avoir des postes de ministre, ce genre-là. C'est intéressant. Après le premier tour, c'est vraiment 2 semaines de tractation qu'il peut avoir pour voir après ça comment on s'enligne pour le second tour et avoir les députés en conséquence. Ils ont vraiment 2 tours, mais à l'ensemble là, du procédé électoral. Là. C'est comme si Saint-Hyacinthe-Johnson, il y aurait eu une première élection, puis après ça, il y a un deuxième tour avec ce qui reste. Là. C'est ça. Exemple, si on prendrait au Québec, il y aurait, on va dire n'importe quoi, la CAQ à 25, le PQ à 25. Après ça, on aurait Québec solidaire à 10. Tous les candidats qui auraient eu plus que 12,5% vont au deuxième tour. Mais justement, après ça, c'est si on donne l'exemple le plus facile qui aurait, serait, exemple, Québec solidaire qui arrive en bonne position, qui se qualifie pour le deuxième tour. Et après ça, quand tu regardes dans les autres plus petits partis de gauche, on pourrait penser comme le Parti vert du Québec. Mais là, les électeurs du Parti vert du Québec vont devoir voter une deuxième fois. Et après ça, c'est là où ils disent, bon, OK, dans les choix qui me restent, pour qui que je voterai. C'est là où on peut voir des fois, il y a vraiment des alliances, soit à l'échelle nationale, ou soit juste à l'échelle du parti, parce que des fois, ça arrive qu'un candidat, pour lui, c'est tout sauf un tel candidat, ou d'emblée que moi, si je suis pas élu, j'invite mes électeurs à voter pour lui. Donc après ça, il y a vraiment cette lutte-là interne dans chacun des comtés, que des fois, ça peut faire la différence. Surtout des fois, dans certains comtés, c'est très serré. Donc quand on gagne un comté avec une 50aine de votes de plus que son adversaire, chacune des petites alliances qu'on a pu faire avec les micro-partis, ben, ça peut faire la différence au bout de la chaîne. On pourra voir plus en détail à quoi ressemble l'Assemblée nationale de France là, dans 1 mois et demi, 2 mois. On va en reparler, bien entendu. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.